Mon nom est Tyler Beckett, j'ai 35 ans, et je vis dans un coin tranquille du Nebraska où la neige tombe épaisse en hiver et où tout bouge aussi lentement que la rivière plate. Je travaille dans un supermarché. Rien de glamour, juste remplir les étagères, aider les clients à choisir leurs courses et sourire poliment, peu importe à quel point la journée a été épuisante. Je ne suis pas du genre bavard et je n'ai pas de grands rêves. Pour moi, le bonheur, c'est simplement de rentrer à la maison chaque soir, d'envelopper ma femme et mon enfant dans mes bras, et de savoir qu'ils sont en sécurité. Les gens disent que je suis doux, gentil, silencieux. La famille a toujours été la priorité dans toutes les décisions que je prends, car pour moi, ils sont tout. Nous louons une petite maison en bois vieilli en périphérie d'Omaha avec un minuscule jardin où le vent froid siffle à travers les fentes. J'y vis avec Athéna, ma femme, 30 ans. Elle est belle, de longs cheveux soyeux, des yeux vert vifs et un sourire qui pourrait faire fondre n'importe qui. Athéna est intelligente, ambitieuse. Elle a fait ses études grâce à une bourse et travaille maintenant chez Slad Energy, l'une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières de l'État. Il y a 8 ans, lorsque nous nous sommes rencontrés dans un petit café, elle a dit qu'elle aimait ma simplicité, la façon dont j'écoutais sans juger. Mais lentement, j'ai réalisé qu'elle commençait à se sentir étouffée. Notre vie était trop ordinaire. Un salaire qui couvrait les factures, des pique-niques le week-end, des soirées sur notre canapé usé à regarder des films. Athéna voulait plus. Elle parlait de voyages exotiques, de fêtes chics, d'évolution de carrière. J'ai essayé de comprendre, mais au fond de moi, j'étais terrifié de ne pas être assez pour la retenir. Et puis il y a Élise, notre fille, âgée de seulement 2 ans. Elle est la plus grande joie de ma vie. Élise adore gribouiller sur tout, les murs, les journaux, même mes bras. Ces lignes de crayon désordonnées sont des chefs-d'œuvre pour moi. Chaque soir, quand je rentre à la maison, elle enroule ses petits bras autour de mes jambes et crie « Papa » de sa douce voix ésayante. Pour moi, le simple fait de voir le sourire d'Élise et d'entendre Athéna parler de sa journée suffisait pour une vie entière de paix. Je n'avais pas besoin d'une voiture de luxe ou d'un manoir. La famille était tout. Mais cette vie paisible a commencé à se fissurer silencieusement, comme une fissure capillaire dans du verre qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'elle se propage. C'était une fin d'après-midi, environ 3 mois avant Noël. Je rentrais chez moi dans mon vieux pick-up après mon service. Le ciel du Nebraska était lourd et gris de nuages. Je me suis arrêté à une intersection et c'est là que j'ai vu Athéna. Elle sortait du bâtiment de Slad Energy dans une robe moulante qui épousait sa silhouette, les cheveux dansant au vent. Mais au lieu de rentrer à la maison comme d'habitude, elle s'est dirigée directement vers une voiture de luxe étincelante, une Mercedes noire, du genre que seuls les très riches conduisent. L'homme à l'intérieur a ouvert la porte et Athéna a souri en se glissant sur le siège passager. Je l'ai reconnu instantanément. Griffin Slad, 32 ans, PDG de Slad Energy et fils du grand patron. Athéna parlait de lui tous les soirs, la voix pleine d'admiration. Griffin est si brillant, chérie. Il a guidé l'entreprise à travers la crise pétrolière sans licencier une seule personne. J'avais pensé que c'était juste du respect professionnel. Mais maintenant, en la regardant assise à côté de lui, mon cœur s'est serré. J'ai essayé de me calmer. Peut-être qu'elle se faisait juste raccompagner ou qu'ils avaient une réunion tardive. Mais à partir de ce jour, tout a changé. Les appels téléphoniques secrets ont commencé. Athéna prenait des appels dans une autre pièce, chuchotant, gloussant. C'est juste le travail. Ne t'inquiète pas, disait-elle quand je demandais. Elle a commencé à rentrer tard, 20h, 21h, parfois après minuit. Je devais rester pour une échéance, prétendait-elle, les yeux évitant les miens. Ces mensonges maladroits ont alimenté mes soupçons. Je restais éveillé à côté d'elle, écoutant sa respiration régulière, me demandant si j'imaginais des choses. Athéna ne me trahirait jamais, n'est-ce pas? Nous avions un bail. Nous avions des souvenirs. Je me suis accroché à cette croyance, fragile comme un fil. Puis tout s'est effondré. C'était une soirée pluvieuse, exactement 2 semaines avant Noël. Athéna m'a envoyé un texto pour dire qu'elle devait travailler tard sur le rapport de fin d'année. Je l'ai cru, je lui ai juste dit de manger quelque chose et j'ai terminé mon service au magasin. En rentrant chez moi, en passant devant l'hôtel de luxe du centre-ville, j'étais sur le point de tourner quand j'ai aperçu la Mercedes de Griffin garée sous l'entrée couverte. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis garé et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, j'ai vu Athéna sortir de l'entrée de l'hôtel,
main dans la main avec Griffin sous les lumières dorées se reflétant sur la pierre mouillée. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par la pluie, mais son visage rayonnait de soulagement et de bonheur, comme quelqu'un qui venait de se délester d'un lourd fardeau. Ce fardeau, c'était moi. Griffin a passé un bras autour de sa taille, a chuchoté quelque chose. Athéna a ri. Puis ils se sont embrassés, là, sous l'auvent, la pluie éclaboussant leurs pieds. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout l'air avait été aspiré de mes poumons. J'ai agrippé le volant, l'engourdissement se propageant de mes doigts à mon cœur. Pluie ou larmes, je ne pouvais plus faire la différence. Athéna, la femme que j'aimais plus que la vie elle-même, se tenait dans les bras d'un autre homme comme si je n'avais jamais existé. Cette nuit pluvieuse, j'ai su que ma famille était brisée. Je l'ai attendue cette nuit-là. Élise dormait déjà, ses gribouillages au crayon sur le mur, un rappel douloureux du bonheur qui s'échappait. La porte s'est ouverte. Athéna est entrée, portant la légère odeur d'une eau de Cologne inconnue. Je me suis levé immédiatement. Athéna, tu étais avec lui, n'est-ce pas? Griffin Slade. Elle s'est figée, puis s'est tournée vers moi avec des yeux si froids qu'ils m'ont glacé le sang. Je me suis approché, la voix tremblante. Pourquoi les 3 dernières années ne signifient-elles rien pour toi? Élise dort là-dedans. Penses-tu seulement à notre fille? Athéna n'a pas bronché. Elle a parlé calmement, comme en lisant un verdict. Je ne t'aime plus, Tyler. Je n'ai pas besoin de toi et je n'ai pas besoin d'Élise. Mon cœur est tombé à mes pieds. La colère en moi a disparu, ne laissant que le choc et le vide. J'ai trouvé le seul avenir que je veux, a-t-elle poursuivi, la voix plate. Je me suis effondré à genoux, non par faiblesse, mais parce que mes jambes ont tout simplement cédé. Athéna, pense à notre fille. On peut arranger ça. Elle m'a regardé avec un mépris pur. Tu ne vaux pas la peine que je reste. Ce mariage a été un fardeau. Tu n'es qu'un employé de supermarché, Tyler. Je mérite quelqu'un de mieux. À ce moment-là, j'ai compris. La femme qui se tenait devant moi n'était plus ma femme. Ma famille était vraiment terminée. 2 jours avant Noël, Athéna a fait ses valises et est partie sans dire au revoir à Élise. Quand je suis rentré à la maison semblait creuse et terriblement silencieuse. Sur la table de la cuisine se trouvaient des papiers de divorce à côté de son alliance, posés là négligemment comme un message final et froid. Mon téléphone a vibré. Un email de la compagnie aérienne envoyé au compte familial partagé. La passagère Athéna Beckett s'est enregistrée en ligne. Vol de Houston à Paris. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle s'était envolée pour Paris avec Griffin. Paris, l'endroit que nous avions un jour rêvé de visiter pour notre lune de miel, était maintenant le paradis de quelqu'un d'autre. La nuit de Noël est arrivée, la neige recouvrant tout à l'extérieur. Les voisins se rassemblaient chaleureusement. Les rires résonnaient à travers les murs fins. J'étais assis sous la faible lumière jaune, tenant une Élise endormie dans mes bras. Elle se recroquevilla, sa petite main agrippant ma chemise, inconsciente que sa mère l'avait abandonnée. J'ai lutté contre le sentiment d'être complètement délaissé, la douleur s'abattant sur moi par vagues. On s'en sortira, ma chérie, ai-je chuchoté, mais ma voix semblait creuse. Dehors, le vent hurlait et je me sentais l'homme le plus seul du monde. Puis on a frappé à la porte, doucement mais clairement. Mon cœur a sauté. Une petite partie insensée de moi espérait que c'était Athéna qui revenait, même si je savais que c'était impossible. J'ai ouvert la porte. Le vent froid s'est engouffré. Debout dans la neige qui tombait se tenait un vieil homme, digne, imposant, cheveux d'argent, yeux vifs comme des lames, me fixant droit dans les yeux. Il portait un long manteau cher et se tenait droit malgré la tempête. Il a parlé, la voix tremblante d'émotion, mais portant une autorité indéniable. Tyler Beckett, mon fils. Je te cherche depuis 35 ans. À cet instant, je suis resté figé. J'ai essayé de me ressaisir, j'ai pris une profonde inspiration, mais ma voix tremblait encore quand j'ai enfin parlé. Vous devez vous tromper de personne. Je suis Tyler Beckett, mais je ne suis pas votre fils. Vous vous êtes trompé de maison. Mes mots semblaient faibles, plus comme une supplication qu'une affirmation. Mais les yeux du vieil homme, inébranlables, presque glaçants dans leur certitude, m'ont coupé au milieu de ma phrase. Ce n'étaient pas les yeux d'un escroc. Ils étaient profonds, débordants d'émotion et d'une force qui me faisait me sentir petit. Il n'a pas scié,
me regardant simplement comme s'il pouvait voir droit dans mon âme. Il a répondu, sa voix basse et chaude, mais tremblante de sentiment. Non, mon fils, je ne me trompe pas, laisse-moi entrer. Je vais tout expliquer. Ça ne prendra que quelques minutes et je promets de partir si tu le veux. Il a demandé poliment, mais il y avait de l'autorité dans son ton. Le genre qui vient d'une vie à donner des ordres, pas à mendier. J'ai hésité, la suspicion montant. Qui savait qui était vraiment cet homme? Un escroc profitant de la nuit de Noël. Un ivrogne qui s'était perdu. Mais ensuite, j'ai jeté un coup d'œil dehors. Les voisins riaient encore sous les lumières scintillantes, et je ne voulais pas faire de scène ni réveiller Élise. De plus, au fond de moi, quelque chose me disait qu'il ne plaisantait pas. Il y avait quelque chose chez lui qui attisait la curiosité, même si mon esprit rationnel criait de claquer la porte. J'ai reculé et j'ai ouvert la porte plus grand. Très bien, entrez, mais faites vite et ne réveillez pas ma fille. Il a hoché la tête et est entré d'un pas assuré, malgré les cheveux argentés et les rides profondes gravées sur son visage. Une fois assis, il s'est éclairci la gorge et s'est présenté formellement. Je suis Randolph Slade, président de Slade Energy, la plus grande compagnie pétrolière et gazière du Nebraska. J'ai failli rire de l'absurdité. Slade Energy. Le nom m'a frappé comme un éclair. C'était là que travaillait Athéna. Où Griffin, l'homme qui avait volé ma femme, était PDG. Randolph Slade. J'avais entendu des rumeurs à son sujet dans les journaux. Un magnate reclus qui vivait derrière de hauts murs dans un manoir. Pourquoi était-il ici, dans ma location délabrée, la nuit de Noël? J'ai secoué la tête, essayant de rester calme. Monsieur Slade, si vous êtes vraiment qui vous dites être, pourquoi diable pensez-vous que je suis votre fils? J'ai des parents. J'ai ma propre vie. Ce doit être une erreur. Randolph m'a regardé longuement, ses yeux patients mais portant une douleur ancienne. Tyler, laisse-moi commencer par le début. Il y a 35 ans, ta mère biologique est morte au moment où tu es né. Elle s'appelait Éléonore, l'amour de ma vie. Elle était belle, brillante, douce. Nous nous sommes rencontrés à l'université, sommes tombés follement amoureux, et tu as été le fruit de cet amour. Il fit une pause, la voix baissant comme s'il avalait un souvenir qui faisait encore mal. Mais Éléonore était fragile. L'accouchement a été trop difficile, et elle est décédée sur la table d'opération. Elle t'a laissé à moi et m'a laissé avec un chagrin que je n'ai jamais vraiment surmonté en 35 ans. Sa voix s'est brisée, ses yeux brillaient. Je suis resté silencieux, écoutant, bien que le doute inonde encore mon esprit. Il a continué en détail. Les premiers jours de son, ou de son fils, au manoir Slade, entouré de nounous et de jouets chers. Il a décrit Éléonore comme si elle était encore en vie, la voix pleine de tendresse. Elle avait les mêmes yeux verts que toi, Tyler. Et ce sourire, je le vois en toi. Je me suis figé. Des yeux verts. Je m'étais toujours demandé pourquoi je ne ressemblais en rien à mes parents. Il disait juste que je tenais de parents éloignés. Maintenant, les mots de Randolph ont remué tous les doutes enfouis que j'avais jamais eus. Il a poursuivi, quand tu avais 2 ans, je me suis remarié. Et ce fut la plus grande erreur de ma vie. Aelia, ma seconde femme, était ambitieuse et impitoyable. Elle était jalouse de toi, le véritable héritier du nom Slade. Elle voulait que son propre fils, Griffin, soit le seul successeur. Je n'ai pas vu la haine avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots ont poignardé comme un couteau. Griffin, l'homme qui a pris Athéna, était son fils, ce qui signifie mon demi-frère? J'ai reculé, secouant la tête violemment. Arrêtez, monsieur Randolph. C'est insensé. Mais il n'a pas arrêté. Sa voix est devenue plus lourde, pesant sur toute la pièce. Puis tu as disparu, Tyler. Enlevé au milieu de la nuit pendant que j'étais à une réunion d'entreprise. J'ai presque perdu la tête. J'ai engagé des détectives. La police a retourné le Nebraska et tous les États voisins. Rien. Pas de demande de rançon, pas de message. Tu as disparu comme si tu n'avais jamais existé. Il a serré les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je t'ai cherché pendant des années. J'y ai versé des millions. Chaque piste s'est terminée en impasse. Chaque nuit, je restais éveillé à me demander où tu étais, si tu étais en sécurité ou même en vie. Mon cœur battait la chamade maintenant, mes nerfs devenant incontrôlables.
Son histoire était trop détaillée, trop. Pourtant, elle ne pouvait pas être à propos de moi. Randolph a pris une profonde inspiration et a poursuivi, la voix baissant. Ce qui m'a finalement conduit à toi, c'est le scandale entourant l'affaire de Griffin. Mon deuxième fils, ton demi-frère. Griffin est brillant mais imprudent. Quand j'ai appris qu'il était impliqué avec Athéna, ta femme, une femme clairement motivée par l'argent et le statut, j'ai dû protéger le nom de la famille. Slade Energy ne pouvait pas se permettre un scandale. Il fit une pause puis dit, alors j'ai ordonné une enquête complète sur tout le monde autour de Griffin, et c'est là qu'ils t'ont trouvé. Athéna. Son nom a frappé comme un coup de poing. J'ai agrippé les bras du fauteuil, la rage se mêlant au choc. Athéna. Vous êtes au courant pour elle? Randolph a hoché la tête, les yeux pleins de regret. Oui. Mon équipe a retracé son histoire, ses dossiers de travail, sa vie personnelle. Et puis ils ont trouvé ton dossier, Tyler. Un homme ordinaire travaillant dans un supermarché du Nebraska. Mais les détails correspondaient de manière impossible. Date de naissance, très physique, même une petite cicatrice sur la main dont je me souvenais de quand tu étais petit. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis levé d'un bond, arpentant la pièce, la tête tourbillonnante. Vous m'avez enquêté. Vous avez envahi ma vie privée. Mais il a continué calmement. Des recherches plus approfondies m'ont laissé sans voix. J'ai découvert que ma défunte femme, Aelia, avait orchestré l'enlèvement elle-même. Elle t'a secrètement remis à un couple, Wayne et Patricia Beckett, pour t'élever en échange d'argent et de silence. Je ne pouvais pas attendre une seconde de plus. J'ai quitté le manoir immédiatement et j'ai conduit à travers la neige pour te trouver la nuit de Noël, pour faire face au fils que j'ai perdu il y a 35 ans. Ces mots ont explosé comme une bombe. J'ai de nouveau sursauté, le pointant du doigt. Vous inventez ça. Comment osez-vous profiter de ma douleur? Ma femme vient de me quitter. J'ai le cœur brisé. Et vous débarquez avec un conte de fées. Sortez de ma maison. Ma voix a résonné dans la petite pièce. La colère a monté, mais en dessous, il y avait de la peur. La peur qu'il puisse dire la vérité. Randolph ne s'est pas mis en colère. Il a calmement sorti une vieille photo froissée de la poche de son manteau. Un garçon potelé de 2 ans avec des yeux verts et un large sourire édenté. Je me suis immobilisé. Ce visage était identique aux photos de bébé dans le vieil album de mes parents. Des photos qu'ils avaient toujours dit être de moi. C'est toi, Tyler. Prise au domaine Slade avant que tu ne disparaisses, a-t-il dit, la voix tremblante. J'ai pris la photo avec des mains tremblantes. Des souvenirs ont afflué, feuilletant les albums de famille, mes parents adoptifs esquivant toujours les questions sur mes premières années. Je me suis effondré dans le fauteuil, l'esprit en chaos. Puis Randolph a produit une autre chose, une feuille de papier. Des résultats récents de tests ADN qu'il avait secrètement fait faire. J'ai prélevé un échantillon d'une tasse de café que tu as utilisé au café près du supermarché. Les résultats sont là. Randolph Slade et Tyler Beckett. 99% de correspondance. J'ai fixé la photo, puis le rapport ADN. La tête tourbillonnant comme si j'avais été pris dans une tornade. Une sueur froide a éclaté. Ce ne pouvait pas être. Mes parents, Wayne et Patricia, des menteurs. J'étais le fils kidnappé d'un milliardaire. Athéna m'a quitté pour mon propre demi-frère. Tout s'est brisé. Je ne peux pas traiter ça, ai-je chuchoté, la voix cassée. J'ai besoin de temps. S'il vous plaît, laissez-moi seul. Randolph a hoché la tête, sans pression. Il s'est levé, posant doucement une main sur mon épaule. Je comprends, mon fils. Quand tu seras prêt, appelle-moi. Mon numéro est ici. Il a laissé sa carte et est sorti dans la nuit enneigée. La porte s'est fermée. Je suis resté assis, me tenant la tête, des larmes coulant sur mon visage. Cette nuit de Noël, au lieu d'une simple solitude, je faisais face à un secret terrifiant. Ma vie venait de changer pour toujours, et je n'avais aucune idée par où commencer. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. La petite pièce était d'un noir d'encre. Seule la faible lueur des lampadaires filtrait à travers les rideaux fins, projetant d'étranges ombres sur les murs. Des images, des visages et les mots de Randolph tourbillonnaient dans ma tête comme une tempête sans issue. J'ai vu le vieil homme aux cheveux d'argent, ses yeux perçants,
sa voix tremblante me parlant d'Éléonore, ma mère biologique, la femme qu'il aimait le plus au monde. Puis Griffin, l'homme qui avait volé Athéna, maintenant mon demi-frère. Et Aelia, la méchante belle-mère qui avait organisé l'enlèvement. Je me suis assis et j'ai arpenté la pièce, le cœur battant la chamade. Mes parents, Wayne et Patricia, ils m'ont élevé, m'ont appris à faire du vélo, m'ont conduit à l'école. Ils ne peuvent pas être des menteurs. Mais ensuite, des souvenirs fragmentés sont revenus en force. La façon dont ils esquivaient toujours les questions sur ma petite enfance, les albums photos clairsemés, le vague sentiment de ne pas appartenir que j'avais toujours balayé d'un revers de la main. Je me suis recouché, j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller, des larmes trempant le tissu. Élise dormait paisiblement dans son berceau à proximité, sa respiration régulière étant le seul rappel que je devais rester fort. Mais cette nuit s'est éternisée. Chaque seconde un cauchemar éveillé. J'avais l'impression que ma vie était un livre dont des pages avaient été arrachées et que quelqu'un essayait de le recoller avec des morceaux qui ne correspondaient pas. Le matin, la neige avait cessé, mais le ciel du Nebraska restait gris et froid. Je me suis réveillé avec des cernes sombres sous les yeux, la tête lourde comme si elle était écrasée par une pierre. Élise s'est agitée, se frottant les yeux et appelant « Papa ». Je l'ai serré contre moi et j'ai forcé un sourire. Mais je savais que je ne pouvais plus supporter ça. La confusion me rongeait comme un ver. Je n'ai même pas pu prendre de petit déjeuner. J'avais besoin de la vérité. J'avais besoin de confronter mes parents adoptifs, Wayne et Patricia Beckett, face à face et de découvrir qui j'étais vraiment. Si Randolph avait raison, toute ma vie avait été un gigantesque mensonge. S'il avait tort, il était fou. J'ai pris sa carte de visite, les mains tremblantes en composant. 2 sonneries, puis la voix profonde et chaleureuse de Randolph. « Tyler, tu as appelé. » J'ai pris une profonde inspiration, la voix instable. « Monsieur Slade. »« Randolph, j'ai besoin de voir mes parents. Je veux que vous veniez avec moi. » Pour qu'ils le confirment même. Si vous dites la vérité, ils l'admettront. Une seconde de silence, puis simplement, je comprends. Je viens vous chercher tout de suite. Pas plus de questions. J'ai senti une vague d'anticipation nerveuse, comme si j'entrais dans une aventure dangereuse. J'ai préparé Élise et je l'ai déposée chez la gentille Madame Marie d'Ax sans grave côté qui la gardait souvent. Papa doit faire une course, ma chérie, ai-je chuchoté en l'embrassant sur le front. Madame Marie avait l'air inquiète. Tyler, ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai forcé un sourire. Je vais bien. Juste des affaires de famille. Moins d'une demi-heure plus tard, une limousine noire étincelante s'est arrêtée devant ma maison, du genre qu'on ne voit que dans les films. Randolph est sorti, vêtu d'un élégant costume noir, l'air puissant mais las. Il a hoché la tête et a ouvert la porte arrière. Monte, mon fils. On va dans la vieille ville. Je suis monté. L'odeur du cuir véritable et d'une eau de Cologne chère remplissait l'air, à des montes de mon vieux pick-up déglingué. L'atmosphère à l'intérieur de la voiture était tendue comme un arc bandé. J'ai regardé par la fenêtre la neige fondue céder la place à des champs nus. Randolph a brisé le silence. « As-tu peur, Tyler ?» Je me suis tourné vers lui, la voix tremblante. Terrifié. Terrifié que tout ce que vous avez dit soit vrai. Terrifié que mes parents ne soient pas mes parents. Il a hoché la tête, les yeux lointains. J'ai peur aussi, mon fils. Peur de t'avoir perdu depuis bien trop longtemps. Nous avons fait de la petite conversation. Il a posé des questions sur Élise, sur mon travail au supermarché. J'ai posé des questions sur Slade Energy, sur Griffin. Chaque question a enlevé une autre couche, mais la tension n'a fait que croître. Mon cœur s'est accéléré lorsque la voiture a tourné sur la route familière menant à la maison en bois vieilli de Wayne et Patricia. Elle avait l'air pareille. Des tuiles de toit couvertes de mousse, un jardin envahi par les mauvaises herbes, une faible odeur de fumée de bois. J'ai avalé difficilement, je suis sorti, Randolph juste derrière moi. Quand Wayne et Patricia m'ont vu entrer avec un homme plus âgé et bien habillé, ils se sont figés. Ils étaient assis à la table de la cuisine, Wayne lisant un vieux journal, Patricia tricotant. La surprise s'est transformée en inquiétude sur leur visage. « Tyler, que fais-tu ici si soudainement ?»« Et qui est-ce » a demandé brusquement Wayne en se levant, mais ses mains tremblaient. Patricia a plissé les yeux vers Randolph. « Mon fils, qui est-il »
Il a l'air riche. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable, bien que mon cœur batte comme un tambour. Nous nous sommes assis à la vieille table en bois. L'air était lourd comme avant un orage. Je leur ai posé une seule question. Maman, papa, suis-je vraiment votre fils biologique, ou ai-je été adopté? C'était comme si une bombe avait explosé. Ils ont tressailli, ont hésité une fraction de seconde. Le visage de Wayne est devenu rouge. Il s'est levé d'un bond, renversant sa chaise, et a rugi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Tyler? Ne dis pas de folie. Tu es mon fils. Né ici même, à l'hôpital local. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Sa voix était forte, mais j'ai vu la panique dans ses yeux. Patricia a reniflé, essuyant des larmes avec sa manche. Tu es grand maintenant et tu n'as plus besoin de tes vieux parents. C'est ça? Tu oses remettre en question tout ce que nous avons sacrifié pour toi? Nous avons tant abandonné pour t'élever, et maintenant tu viens nous accuser. Ma poitrine s'est serrée, mes nerfs à vif. Ils esquivaient, et cela ne faisait que me rendre plus certain. Randolph était resté silencieux, assis droit comme une statue. Maintenant, il a parlé, la voix basse et glaciale, résonnant dans la petite pièce. Je suis Randolph Slade, le père biologique de Tyler, et j'ai la preuve que vous deux avez caché l'enlèvement de mon fils pendant 35 ans. C'était comme si la foudre avait frappé. Wayne et Patricia se sont instantanément retournés contre Randolph, le visage violet de rage. Wayne l'a pointé du doigt. Vous êtes un fou. Vous avez rempli la tête de Tyler de ses balivernes, n'est-ce pas? Vous essayez de le voler à la famille qu'il a élevée. Sortez. Patricia a sangloté plus fort. Vous êtes un escroc. Tyler est notre fils. Vous ne l'emmènerez jamais. L'air était suffocant. J'étais assis au milieu, la tête tourbillonnante, les mains crispées sous la table. Randolph est resté parfaitement calme. Il a sorti le rapport ADN et la vieille photographie de sa mallette et les a posés sur la table. Ceci est la preuve ADN que Tyler est mon fils. Et cette photo, le garçon de 2 ans qui a été enlevé. Si vous ne dites pas la vérité, j'appellerai la police tout de suite pour complicité d'enlèvement. Vous ferez face à la prison. Wayne et Patricia se sont effondrés comme si toute leur force s'était écoulée. Wayne est retombé sur sa chaise, le visage pâle, se tenant la poitrine. Patricia a sangloté de manière incontrôlable, les épaules secouées. Ils se sont regardés, puis m'ont regardé comme si le secret qu'ils avaient enterré pendant 35 ans venait d'être arraché. Le silence s'est étiré, rompu seulement par les pleurs et le vent hurlant à l'extérieur. Finalement, Wayne s'est affaissé, la voix rauque et vaincue. Très bien, très bien. Nous avouons. Nous avons pris l'argent de votre défunte femme, Aelia Slade. Elle nous a payé une grosse somme pour emmener l'enfant loin et l'élever comme le nôtre. En échange, un silence absolu. À l'époque, nous pensions que c'était notre chance de nous en sortir, mais nous nous sommes trompés. Patricia a hoché la tête, tremblante, des larmes coulant sur son visage rempli de regrets. Tu n'es pas notre fils biologique, Tyler. Tu nous as été amené quand tu avais 2 ans. Nous avons essayé de t'élever vraiment, mais... Sa voix s'est brisée. Elle n'a pas pu continuer. Et ce silence a fait plus mal que n'importe quelle confession. Je me suis effondré. Toute mon enfance, chaque once de confiance s'est brisée. Mon cœur me faisait mal comme s'il était poignardé. Les larmes ont coulé de manière incontrôlable. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Ai-je suffoqué, la voix cassée? Ils ont baissé la tête, incapables de me regarder dans les yeux. Randolph a doucement posé une main sur mon épaule. Assez, mon fils. Allons-y, je me suis levé, les jambes lourdes comme du plomb, et je suis sorti de la maison que j'appelais autrefois mon foyer. Le vent dehors coupait comme des couteaux, mais mon cœur était plus froid. Je n'ai pas regardé en arrière, j'ai juste marché jusqu'à la voiture, les larmes brouillant ma vision. Sur le chemin du retour, des souvenirs de chaque offense ont soudainement afflué comme un vieux film joué à l'envers. J'ai enfin compris pourquoi j'avais toujours été traité froidement. Enfant, la moindre erreur, faire tomber un verre, me salir un peu, méritait des cris furieux de Wayne. Tu es si maladroit, Tyler. Tu ne peux rien faire de bien, alors que les pères de mes amis en riaient simplement. Patricia ne m'a jamais serré dans ses bras ni réconforté. Quand je pleurais,
Elle disait, tu es trop grand pour être un pleurnichard. Je pensais qu'ils étaient stricts ou juste pauvres. Mais maintenant, c'était de l'indifférence. En grandissant, j'ai toujours eu des vêtements de seconde main, rapiécés encore et encore, ce qui faisait de moi la cible de moqueries. Les anniversaires étaient un petit gâteau acheté en magasin. Pas de bougies, pas de cadeaux. Un vélo? Tu crois qu'on est fait d'argent, a lancé Wayne quand j'ai supplié. Chaque souhait était rejeté. J'ai appris à m'en passer, à me débrouiller seul, mais j'ai toujours eu envie d'un vrai câlin. Adulte, j'ai toujours essayé d'être un bon fils. J'envoyais de l'argent tous les mois, même avec mon petit salaire de supermarché. Je réparais la maison chaque fois que je venais. Je peignais les murs, réparais la plomberie. En retour, un signe de tête froide de Wayne, et occasionnellement, tu n'arriveras jamais à rien, Tyler. Tu travailles toujours dans ce supermarché, comme si mes efforts n'étaient qu'un devoir, jamais assez pour mériter un véritable amour. Patricia disait peu de choses, mais ses yeux me traversaient toujours comme si j'étais un étranger. J'avais pensé qu'ils étaient durs parce que nous étions pauvres. Wayne, mécanicien, Patricia, femme au foyer, joignant les deux bouts dans une petite ville. Mais maintenant, à travers le prisme de la vérité, j'ai vu que ce n'était pas la misère. Je n'avais jamais vraiment été leur fils. Ils m'avaient élevé pour de l'argent, pas par amour. Mon cœur s'est senti déchiré. Les larmes ont coulé sur mon visage dans la voiture. Randolph était assis à côté de moi, écoutant tranquillement alors que je déversais tout, puis il a dit doucement, « Mon fils, je te rattraperai ça. Mais pour l'instant, repose-toi. » La voiture est retournée vers Omaha, mais à l'intérieur de moi, tout était encore le chaos. Cette confrontation avait tout changé, et je savais que la tempête ne faisait que commencer. Quand je suis rentré à l'appartement, je suis entré comme un fantôme, j'ai claqué la porte et j'ai laissé l'obscurité tout envahir. La pièce semblait aussi vide que ma poitrine. Le vent hurlant à l'extérieur ressemblait à des rires moqueurs. Je me suis effondré sur le vieux canapé, le même où, il y a quelques semaines à peine, Athéna s'asseyait en riant avec Élise. Maintenant, tout ce que j'avais jamais cru de ma vie venait de s'effondrer. Élise dormait encore chez Madame Marie, et j'étais reconnaissant qu'elle n'ait pas à voir son père s'effondrer comme ça. Je suis resté assis dans le noir pendant des heures, n'écoutant que mon propre cœur battre, comme pour me rappeler que j'étais toujours en vie. Mes yeux sont tombés sur la carte de visite de Randolph sur la table, brillant faiblement à la lumière du lampadaire. Il était mon vrai père, un milliardaire. La pensée était à la fois enivrante et terrifiante. Elle m'a fait trembler. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai juste fixé le plafond pendant que 1000 questions sans réponse me déchiraient l'esprit. Dans les jours qui ont suivi, Randolph est venu me rendre visite discrètement, sans jamais pousser. Il arrivait l'après-midi, frappait doucement et apportait des sacs de nourriture de restaurants chics, des salades fraîches, du pain artisanal grillé, des fruits importés que je n'avais jamais goûtés. « Je pensais que tu devrais manger correctement, » disait-il, la voix basse et chaude. Il n'a jamais posé de questions sur ma décision, ne m'a jamais poussé à l'appeler papa. Au lieu de cela, il a apporté des cadeaux pour Élise, de belles poupées, des livres d'images colorées, et a joué avec elle comme s'il essayait de rattraper des décennies soudainement perdues. Élise s'est immédiatement attachée à lui, gloussant quand il la soulevait haut et racontait des contes de fées de cette voix profonde, imposante, mais douce. Elle gribouillait sur ses mains sans crainte. Randolph souriait simplement, un sourire rare qui adoucissait les rides profondes de son visage, et la laissait faire ce qu'elle voulait. Le regarder jouer avec ma fille a remué une tempête en moi. De la gratitude qu'il soit apparu et ait apporté de la chaleur dans cette maison froide. De l'incrédulité que ce milliardaire reclus, président de Slad Energy, soit assis sur le sol de mon salon à jouer à la dinette avec une enfant de 2 ans. Et une douleur que je ne pouvais nommer parce que je ne savais pas si je devais le laisser entrer ou garder mes distances avec le père que je venais de découvrir. Un après-midi, alors que Randolph empilait des blocs de bois avec Élise sur le sol, la pièce semblait inhabituellement chaude et paisible. Il construisait une tour. Élise poussait des cris de joie à chaque fois qu'elle s'effondrait. Je me tenais dans la cuisine, préparant du café, forçant un sourire. Puis la porte s'est soudainement ouverte en grand. Pas de coup, juste le cliquetis familier des clés qui a fait s'arrêter mon cœur. Athéna est entrée, vêtue d'une robe courte et moulante, les cheveux en chignon haut, avec Griffin à ses côtés, affichant son habituel sourire suffisant. Elle était venue chercher le reste de ses affaires laissées dans le placard et me presser de signer les papiers du divorce.
Je suis resté figé. Le café s'est renversé sur le sol. Élise a levé les yeux et a appelé « Maman » de sa voix innocente, mais Athéna a à peine jeté un coup d'œil à sa fille. Athéna et Griffin se sont figés en voyant Randolph dans notre minuscule appartement. Griffin a balbutié, le visage perdant sa couleur. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu dans la maison de ce perdant ?» Athéna est devenue blanche, serrant son sac à main, clairement confuse. « Monsieur Slade. »« Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix tremblait. Ses yeux allaient de moi à Randolph. L'air est devenu tranchant comme une lame de rasoir en un instant. La tension montait comme un fil sur le point de se rompre. Randolph n'a rien dit au début, les regardant simplement avec des yeux froids comme de l'acier, assis sur le sol, mais irradiant une autorité absolue. J'ai serré les poings, la rage bouillonnant alors que je regardais les deux personnes qui avaient détruit ma famille. Athéna, la femme que j'aimais, se tenant maintenant à côté de son amant, et Griffin, mon demi-frère. J'ai immédiatement confronté Athéna, la voix tremblante de fureur. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te présentes avec ton amant juste devant notre fille? Comment peux-tu être si cruel que tu ne regardes même pas Élise une seule fois? Elle t'appelle un maman et tu la traites comme une étrangère. » Mes mots ont déstabilisé Athéna, son visage a rougi. Elle a balbutié des excuses insignifiantes. « Ne dramatise pas ça. Je suis juste venu chercher mes affaires. Élise, elle ira bien. Je suis occupé. Le travail à Paris. » Mais ces mots sonnaient creux, faibles. Je pouvais voir la panique dans ses yeux. Griffin se tenait à ses côtés, les bras croisés, essayant d'avoir l'air calme, mais ses mains tremblaient. Acculée, Athéna s'est déchaînée, libérant toute sa frustration comme une inondation. « Tais-toi, Tyler. Tu es un échec. Toujours coincé dans ce travail de supermarché sans avenir. Tu ne nous as jamais donné, à moi ou à notre fille, la vie que nous méritions. J'ai dû vivre dans ce taudis alors que Griffin me donne tout. Des voyages, une vraie maison, des voitures de luxe. Pensais-tu que je pouvais supporter ça pour toujours? » Ces mots ont poignardé comme des couteaux. Mon cœur s'est de nouveau brisé. Élise a commencé à pleurer, sentant la tension, et je l'ai prise dans mes bras, essayant de la calmer. Mais Athéna ne s'est pas arrêtée, les yeux flamboyants. « Tu as toujours été faible, Tyler. Pas d'ambition, pas d'argent, rien. J'ai eu raison de te quitter. » Griffin a souri et a retourné le couteau dans la plaie, la voix dégoulinant de moquerie. « Elle a raison, Athéna. Ce type est né au bas de l'échelle. Pauvre en argent et pauvre en volonté. Elle a bien fait de larguer un perdant pathétique comme toi, un employé de supermarché. Hilarant. Il m'a regardé comme si j'étais une ordure sous sa chaussure. Mon sang a bouilli, l'adrénaline a monté en flèche. J'ai voulu lui sauter dessus, mais Élise dans mes bras m'a retenu. Randolph était resté silencieux, mais j'ai vu ses poings se serrer. À l'instant où Griffin a fini de parler, Randolph a frappé sa main sur la table basse. Bang! Le son a résonné comme le tonnerre, faisant taire toute la pièce. Il s'est levé de toute sa hauteur, imposant et dominant, et a rugi, silence. Tout le monde s'est figé. Il a regardé droit dans les yeux de Griffin, la voix glaciale. Comment oses-tu parler à ton frère aîné de cette façon? Les mots ont explosé comme une bombe. Les yeux de Griffin se sont exorbités d'incrédulité, balbutiant. De quoi tu parles? Lui? Mon frère? Impossible. La bouche d'Athéna s'est ouverte, le visage blanc comme du papier. Tyler, le frère de Griffin? Monsieur Slade? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Randolph a hoché la tête une fois, la voix basse mais inébranlable. Oui, Tyler est mon premier-né, kidnappé il y a 35 ans. L'ADN l'a prouvé. Griffin a perdu la tête. Le visage cramoisi, criant. Mensonge. Tu t'es fait avoir, papa. Ce type n'est qu'un chercheur d'or. Dans sa rage, il a renversé une chaise, a jeté un vase décoratif bon marché par terre, le brisant en morceaux, et a juré sauvagement. Je n'ai pas de frère. Tu es un idiot, vieil homme. Il s'est précipité vers la porte, bousculant Athéna. Elle a trébuché derrière lui, le visage paniqué. Ils ont laissé le chaos derrière eux, des éclats de verre partout. Élise pleurant plus fort,
l'air épais comme après un ouragan. Randolph a regardé son plus jeune fils partir, les yeux remplis d'épuisement et d'impuissance. Non seulement à cause de l'explosion, mais parce qu'il savait que cette tragédie découlait de ses propres erreurs commises des années auparavant. Il a soupiré, s'est assis, avec des mains tremblantes, a commencé à ramasser les morceaux cassés. Je me tenais à côté de lui, les émotions tourbillonnantes, la rage, le choc, et une étrange lueur de soulagement. Élise s'est calmée dans mes bras, et quand Randolph a levé les yeux, j'ai fait un petit signe de tête de remerciement pour m'avoir défendu, même si ce n'était que pour un bref instant dans la tempête. Merci. Merci, papa, de m'avoir défendu, ai-je chuchoté. La première fois que je l'ai appelé ainsi, il a eu un sourire triste. Je te protégerai toujours, Tyler, à partir de maintenant. Mais je savais que la vraie tempête ne faisait que commencer, avec Griffin et Athéna Lador et les sombres secrets de la famille Slade qui m'attendaient encore. Après cette confrontation chaotique, tout semblait s'apaiser, mais seulement en surface. J'ai essayé de reprendre une vie normale, déposant Élise à la garderie, allant travailler au supermarché, remplissant les étagères avec un sourire forcé. Puis les lettres anonymes ont commencé. La première était une simple enveloppe blanche glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, juste quelques lignes tapées à la machine. Quitte Randolph immédiatement. N'ose même pas rêver d'entrer dans la famille Slade où tu mourras. Mon cœur a battu la chamade. Une sueur froide a éclaté. J'ai froissé le papier et je l'ai jeté, me disant que ce n'était qu'une mauvaise blague. Les lettres ont continué à arriver, une chaque jour, parfois scotchées à ma voiture. La famille Slade n'est pas pour les déchets comme toi. Dégage avant qu'il ne soit trop tard. Je ne pouvais pas dormir, restant éveillé avec des images de silhouettes sombres rôdant à l'extérieur de la fenêtre. Élise dormait paisiblement à côté de moi, et je la serrais plus fort, terrifié que les menaces n'atteignent ma petite fille. Ce n'était pas seulement des lettres. Des numéros inconnus appelaient jour et nuit. Un cauchemar sans fin. Le téléphone sonnait à minuit. Je sursautais, le cœur battant. Je décrochais, seulement une respiration lourde et délibérée à l'autre bout, lente et savourant ma peur. « Qui est-ce » demandai-je, la voix tremblante. Pas de réponse, juste la respiration. Puis la ligne était coupée. Une autre fois, alors que je poussais un chariot au supermarché, mon téléphone a vibré. « Pour qui te prends-tu ? Slade n'est pas ton nom. Disparais ou ta fille paiera. » Ces menaces glaciales me laissaient dans une tension paralysante constante. Je vérifiais les serrures 3 fois avant de me coucher, je gardais un couteau sous l'oreiller, et chaque fois qu'Élise pleurait la nuit, je bondissais comme si j'avais été électrocuté, terrifié que quelqu'un soit entré par effraction. Chaque bruit de couloir, les pas des voisins, le vent me faisait serrer Élise plus près, craignant qu'elle ne soit entraînée dans la toile venimeuse de celui qui était derrière tout ça. Puis les médias ont explosé comme un raz-de-marée, balayant les derniers restes de paix. Un matin, j'ai ouvert mon téléphone et mon cœur a sombré. Un titre dans le Nebraska Daily criait « Un imposteur se faisant passer pour le fils du milliardaire de Slade Energy ». Arnaque ou vérité ? L'article me présentait comme un chercheur d'or exploitant l'affection de Randolph pour gravir l'échelle sociale. Ils ont fouillé mon passé. De vieilles photos du supermarché, des citations d'anciens collègues, même des interviews avec Wayne et Patricia 10 ans maintenant, il est avide. Il a abandonné la famille qu'il a élevée. Les blogs se sont répandus comme une traînée de poudre. Le faux Tyler Slade. La famille milliardaire dupée par un moins que rien fauché. Chaque rumeur pointait dans la même direction, comme si quelqu'un orchestrait l'attaque. Je savais que ce n'était pas un hasard. C'était une agression médiatique sophistiquée que seul Griffin et peut-être sa mère, Aelia, pouvaient orchestrer. Griffin, mon demi-frère, était furieux que je menace son héritage. Aelia, la femme qui avait organisé mon enlèvement, ne voulait certainement pas que ses secrets soient exposés. Sous la pression publique, la vie est devenue un enfer. Les voisins ont commencé à me lancer des regards suspicieux. Madame Marie, qui gardait Élise, chuchotait maintenant aux autres quand elle me voyait. J'ai entendu dire qu'il arnaque les Slade. Les collègues bavardaient dans mon dos. Tyler est riche maintenant, ou juste un escroc? J'ai entendu ça pendant les pauses. L'isolement devenait plus lourd chaque jour. Élise était toujours insouciante, mais je craignais que les autres enfants de la garderie ne reprennent les conversations des adultes. Je me suis replié sur moi-même,
j'ai moins parlé, et chaque soir, je rentrais m'asseoir dans le noir en tenant ma fille, me demandant si je ne devais pas simplement disparaître pour que tout s'arrête. Randolph appelait à plusieurs reprises, la voix pleine d'inquiétude. Tyler, laisse-moi te mettre, toi et Elise, sous protection. J'ai des gardes du corps, un domaine sécurisé. Tu ne peux pas rester seul. Ce n'est pas sûr pour la petite. Il a offert encore et encore, apportant des cadeaux et des conseils, mais je continuais à hésiter. Je n'étais pas prêt à entrer dans ce monde dangereux d'argent, de complots et de gens comme Griffin. J'ai besoin de temps, papa, ai-je dit avec lassitude. J'avais peur qu'accepter signifie perdre pour toujours le doux et ordinaire Tyler Beckett. Mais au fond de moi, je savais que j'étais faible et que la peur me rongeait. Une nuit, en regardant Elise dormir dans son berceau, des boucles douces, un visage angélique, j'ai réalisé que si je continuais à me replier, ma fille et moi resterions des cibles pour toujours. Le silence signifiait être écrasé. Les lettres se transformeraient en action. Les médias nous dévoreraient. Elle ne méritait pas de vivre dans la peur. Le lendemain matin, sous un faible soleil du Nebraska, je l'ai appelée, la voix ferme. Papa, je suis prêt. Pas pour le nom ou l'argent, mais parce que j'ai besoin de protéger Elise. Je ne vivrai pas dans la peur une minute de plus. Silence sur la ligne. Puis la voix de Randolph, tremblante. Mon fils, j'ai attendu si longtemps d'entendre ces mots. Randolph semblait comme si un poids vieux d'une décennie s'était levé. Il a promis une protection et a juré de me ramener dans la famille Slade ouvertement et honorablement. Je le dirai au monde, Tyler. Tu es mon fils, l'héritier légitime. Personne n'osera plus te toucher. Mon cœur s'est emballé. J'avais l'impression de me tenir au bord d'une falaise. Ce même jour, Randolph a agi. Il a tenu une conférence de presse, debout devant des caméras et des microphones clignotants. J'ai regardé à la télévision, le cœur battant la chamade. Aujourd'hui, j'annonce que Tyler Beckett est mon fils biologique, kidnappé il y a 35 ans. L'ADN l'a prouvé, et il est l'héritier légitime de Slade Energy. La nouvelle a secoué le Nebraska. Les journaux se sont déchaînés. Les réseaux sociaux ont explosé. Le fils perdu du milliardaire revient. Scandale de la famille Slade. J'étais assis dans mon appartement, tenant Elise, sentant le monde s'effondrer autour de moi. Les voisins ont frappé pour poser des questions. Les collègues ont appelé pour féliciter. Mais je savais que ce n'était que le début. Une grande réunion de la famille Slade était prévue quelques semaines plus tard au domaine principal. Le jour où je me présenterai officiellement devant les parents et tous ceux qui attendaient de me voir échouer. Randolph a prévenu. Tu dois être fort, Tyler. Ils te mettront à l'épreuve. J'ai hoché la tête, mais l'anxiété me rongeait. Griffin et Aelia complotaient sûrement quelque chose. Cet événement annonçait une nouvelle tempête à l'horizon. Le jour du rassemblement familial final est enfin arrivé. Un après-midi d'hiver glacial au Nebraska, avec de légères chutes de neige tourbillonnantes, comme un rappel de cette nuit de Noël fatidique. J'ai porté Elise hors de l'appartement. Des gardes du corps nous ont escortés jusqu'à la limousine noire étincelante. La voiture a glissé doucement à travers les rues familières, puis a tourné dans le quartier exclusif des domaines en périphérie d'Omaha, un monde que des gens ordinaires comme moi n'avaient jamais rêvé d'entrer. Quand la voiture s'est arrêtée aux portes du manoir Slade, j'ai été submergé par un niveau de luxe que je n'avais jamais imaginé. Des portes en fer forgé imposantes avec des sculptures complexes, des jardins manucurés encore verts malgré l'hiver, et la maison principale s'élevant comme un palais. Des murs en pierre blanche, des colonnes grecques, des vitraux étincelants sous les lumières. Des voitures de luxe remplissaient la cour, des chauffeurs en uniforme se tenaient au garde-à-vous. Je suis sorti, tenant Elise. Le vent coupait comme des couteaux, mais de la sueur perlait sur mon front. Les gardes du corps ont ouvert la porte et nous sommes entrés. Chaque pas était lourd, la tension à son comble. J'imaginais Griffin et Aelia attendant à l'intérieur avec de faux sourires et des complots cachés. Que ferait-il? M'insulter? Ou pire? À l'intérieur du grand hall, la chaleur rayonnait d'une immense cheminée, mais l'escalier était glacial. La longue salle à manger, plus proche d'une salle de banquet, était bondée de parents Slade, de visages puissants et de vêtements chers, costumes Armani, robes de soirée scintillantes, l'air épais de parfums coûteux. Ils étaient assis autour d'une table en bois exquisément sculptée, chargée de plats français élaborés, foie gras, vin rouge fin, couverts en argent brillant. Certains chuchotaient et riaient entre eux.
Mais au moment où je suis entré, tenant Élise, toute la pièce est tombée dans un silence absolu. Tous les regards étaient fixés sur moi, un étranger dans un costume neuf qui trahissait encore la maladresse d'un employé de supermarché. Je me sentais comme un animal en cage, le cœur battant la chamade, une sueur froide coulant le long de ma colonne vertébrale. Élise a enfoui son visage dans mon épaule, effrayée. Je lui ai caressé le dos. C'est bon, ma chérie. Papa est là. Randolph s'est levé pour m'accueillir avec une chaleur et une fierté rares. Il s'est approché rapidement, m'a serré doucement dans ses bras et a rayonné. Mon fils et ma précieuse petite fille. Sa voix a résonné, mais la pièce est restée silencieuse. Il m'a conduit à la tête de la table, sa propre place, et a annoncé, tout le monde, voici Tyler Slade, mon fils aîné, perdu depuis 35 ans. Même si la presse l'avait déjà rapporté, la pièce a éclaté en protestation. Des poings ont frappé la table. Des voix ont crié, ce n'est pas ton fils. On t'a trompé. Des questions sceptiques m'ont été lancées. Quelle preuve a-t-il? L'ADN peut être falsifié. La tension était un fil sur le point de se rompre. Mes mains tremblaient. À l'extrémité de la table était assise ma belle-mère, Aelia Slade, 58 ans, élégante et imposante, la souveraine absolue de ce monde. Les bras croisés, le dos droit, ses yeux perçants comme des couteaux me transperçaient. Elle portait une robe noire coûteuse, les cheveux en un chignon sévère, des diamants scintillant à sa gorge comme une reine sur son trône. À côté d'elle se trouvaient Griffin et Athéna, tous deux rayonnant d'un mépris froid, comme si ma présence était une insulte. Griffin fixait avec mépris, un demi-sourire sur les lèvres, les doigts serrés autour de son verre de vin. Athéna, mon ex-femme, évitait mes yeux, sa robe rouge frappante mais la faisant paraître petite dans ce décor. Le silence s'est rapidement dissous en ricanements et chuchotements. Certains me dévisageaient et murmuraient, regardez-le. Des vêtements bon marché. D'autres se détournaient avec dégoût. Quelques-uns regardaient avec une curiosité amusée, comme si j'étais un divertissement temporaire. Le fils perdu depuis longtemps. C'est tout droit sorti d'un film d'Hollywood. Je suis resté là, me sentant dépouillé devant la foule, mais j'ai serré Élise fort pour qu'elle n'ait pas peur. Aelia se leva lentement, la voix calme mais tranchante comme une lame de rasoir, coupant l'air. Randolph, que fais-tu? Amener un étranger de basse classe d'origine inconnue dans cette famille est dangereux. Tu laisses l'émotion obscurcir ton jugement, et cela détruira le nom Slade. Nous sommes une dynastie puissante, pas une œuvre de charité pour les pauvres. Ces mots ont tranché profondément. Beaucoup ont hoché la tête en signe d'accord. Griffin a sauté sur l'occasion, la voix dégoulinant de moquerie, se levant et me pointant du doigt. Exactement, papa. Tyler n'est qu'un moins que rien chanceux, un employé de supermarché médiocre qui essaie de s'accrocher au nom Slade et de changer sa vie. Quelqu'un comme lui n'a pas sa place à cette table. Il pousse des chariots pour gagner sa vie et maintenant il rêve d'être un héritier. Risible. Athéna était assise silencieusement à côté de lui, mais son regard méprisant confirmait tout ce qu'il disait. D'autres parents se sont joints à la charge comme une inondation. Un homme d'âge moyen, probablement un oncle, a crié « C'est une tache sur la famille. Nous n'avons pas besoin d'étrangers. » Une jeune femme dans une robe éblouissante a ricané « Jouer la victime ?» La presse le déchirera à nouveau bientôt. La pièce est devenue chaotique, des rires moqueurs, des poings martelant la table. Je me tenais au milieu de la tempête, les bras enroulés autour d'Élise pour qu'elle n'ait pas peur. Mon cœur avait l'impression de se briser, la rage montant, mais je n'ai rien dit, j'ai refusé de reculer. Je me suis tenu droit, comme si leurs insultes ne pouvaient plus me briser. J'ai pensé à tout ce que j'avais survécu, à la trahison d'Athéna, aux mensonges de mes parents adoptifs, et je me suis dit, tu as déjà surmonté pire. Ne tombe pas maintenant. Soudain, Randolph a frappé ses deux mains sur la table. Bang! Faisant taire toute la pièce comme le tonnerre. Il s'est levé, imposant et dominant, balayant d'un regard glacial les parents. Silence, vous tous. Quiconque insulte Tyler une fois de plus sera immédiatement coupé de cette famille. Tyler est mon fils, ma propre chair et mon propre sang, et s'opposer à lui, c'est s'opposer à moi. Sa voix a tonné. Tout le monde a baissé la tête et s'est tu. Il s'est tourné vers Aelia et a parlé bas, froid, juste pour ses oreilles, mais j'étais assez proche pour entendre, si tu ne peux pas accepter la vérité, je rendrai l'enlèvement public. Et alors, celle qui perdra tout, ce sera toi.
Aelia est devenue blanche, les mains serrées. Elle s'est effondrée dans sa chaise, les yeux détournés. Pour la première fois, elle avait perdu le contrôle. Randolph m'a pris la main doucement. « Viens, mon fils, amène Élise. » Nous sommes sortis de la salle à manger, laissant derrière nous une pièce de chaos stupéfait. Les chuchotements ont repris, mais plus faibles maintenant. Dans le couloir, mon cœur battait toujours la chamade, la tension se transformant lentement en épuisement. Mais je savais que ce n'était qu'une petite victoire. Aelia et Griffin n'arrêteraient pas. Nous nous sommes assis dans un salon privé. Randolph a exposé les prochaines étapes. Tu commenceras à travailler dans l'entreprise à partir du bas. J'ai hoché la tête, l'esprit encore sous le choc des insultes. Cette nuit-là, de retour à la maison, je suis resté éveillé, hanté par le visage pâle d'Aelia et la fureur de Griffin. La tempête était passée, mais des nuages sombres planaient toujours. J'ai serré Élise contre moi et j'ai chuchoté, « Papa sera plus fort, ma chérie. » Cette confrontation n'était que le début, et je devais être prêt pour tout ce qui allait suivre. Après ces débuts orageux, tout semblait s'apaiser, mais seulement en surface. Randolph a refusé de nous laisser, Élise et moi, rester dans le vieil appartement en location plus longtemps. Il a dit qu'il était trop exigu et dangereux. En quelques jours, il nous a installés dans un tout nouvel appartement haut de gamme dans le centre-ville d'Omaha, une tour moderne avec des ascenseurs en verre, une aire de jeu pour enfants et une salle de sport entièrement équipée. L'appartement avait 3 chambres spacieuses, une cuisine ouverte avec un four ultramoderne, et un balcon donnant sur la rivière plate scintillant au soleil. C'est votre nouvelle maison, Tyler. Je veux que vous et ma petite fille viviez correctement, a-t-il dit chaleureusement en me remettant les clés. Je suis entré, stupéfait par la propreté et la luminosité. Plus d'odeur de moisi, plus de plancher en bois qui grince. Élise a poussé des cris de joie, courant partout et gribouillant sur les murs blancs immaculés avec des crayons, personne pour la gronder. Je me suis enfoncé dans le canapé en cuir souple, me sentant plus ancré que jamais, comme si un poids énorme avait finalement été levé. Pourtant, au fond de moi, je savais que la tempête derrière nous n'était pas vraiment passée. Les regards méprisants du rassemblement familial me hantaient encore, et je me demandais ce qu'Aelia et Griffin feraient ensuite. La tension montait chaque fois que j'y pensais. Une douleur lancinante et persistante. J'ai commencé à reconstruire ma vie, déplaçant nos vieilles affaires dans le nouvel endroit, installant la chambre d'Élise avec des jouets que Randolph avait achetés, essayant de m'habituer à appartenir à un tel luxe. La nuit, je me tenais sur le balcon, le vent froid fouettant mon visage, fixant les lumières de la ville et me disant « Je ne les laisserai pas me briser si facilement ». Randolph ne s'est pas arrêté là. Il m'a fait entrer chez Slade Energy comme une nouvelle recrue ordinaire, commençant tout en bas, assistant administratif au département logistique, pour que j'apprenne comment l'entreprise fonctionnait vraiment. Tu dois grimper à partir du bas, Tyler. Ne compte pas sur moi, a-t-il dit sévèrement, mais avec une affection indéniable. Pour quelqu'un qui n'avait jamais travaillé que dans un supermarché, c'était un univers entièrement différent. Le siège de Slade Energy se dressait au cœur de la ville, un gratte-ciel en verre imposant avec un hall au sol en marbre, des ascenseurs à grande vitesse et des employés impeccablement habillés. Mon premier jour, je portais le nouveau costume que Randolph m'avait donné, serrant la mallette en cuir qu'il avait achetée, le cœur battant la chamade en entrant. Les collègues m'ont salué poliment, mais leurs yeux étaient pleins de curiosité. Ils savaient tous par les nouvelles que j'étais le fils perdu depuis longtemps. Mon patron direct, un homme d'âge mûr nommé Marc, m'a assigné des tâches, planifier des réunions, prendre des procès-verbaux, gérer les emails. Cela semblait simple, mais j'ai vite réalisé la différence. Tout bougeait à une vitesse vertigineuse. Les téléphones sonnaient sans arrêt, et l'atmosphère ressemblait à une course sans fin. Je me suis assis à mon bureau, fixant des écrans pleins de graphiques de l'industrie pétrolière, me sentant complètement perdu. Les premiers jours ont été un cauchemar. Dans les réunions, le jargon me passait au-dessus de la tête, fracturation, opération en amont, baril par jour, comme une langue étrangère. Je restais assis en silence, absorbant ce que je pouvais. La charge de travail était écrasante. Des centaines de mails par heure, des rapports à rendre pour hier, tout si vite que je pouvais à peine respirer. La culture d'entreprise était brutale. Des journées de 12 heures, une concurrence acharnée, aucune tolérance pour les erreurs. La pression venait de gens qui ne voulaient pas de moi là. Je rentrais épuisé, la tête tourbillonnante, tenant Élise en m'endormant, pensant toujours au lendemain. Chaque matin,
je me réveillais anxieux, terrifié de prendre du retard, de me faire virer et de donner raison à Griffin, que je n'étais qu'un moins que rien. Mais j'ai refusé d'abandonner. J'ai appris petit à petit, remplissant des carnets de termes que je cherchais sur Google pendant les pauses déjeuner, lisant des livres sur l'industrie pétrolière que Randolph envoyait. J'arrivais à l'aube et restais jusqu'à minuit pour finir les rapports. Grâce aux appels téléphoniques discrets de Randolph tard dans la nuit, expliquant patiemment des concepts comme l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, et à mes propres efforts obstinés, j'ai commencé à rattraper mon retard plus vite que je ne le pensais. Une semaine, puis 2, j'ai pris confiance en moi, gérant rapidement les emails, offrant de petites suggestions en réunion, même corrigeant les erreurs des autres. Les collègues ont commencé à me regarder différemment, la curiosité se transformant en respect. « Tyler, tu apprends vite », a dit une fois Marc, et mon cœur s'est réchauffé. Élise m'accueillait à la porte avec des acclamations. « Youpi ! Papa est à la maison !» Ces moments faisaient s'estomper l'épuisement, mais je savais qu'Aelia et Griffin ne restaient pas inactifs. Pendant que je m'améliorais, ils ne restaient pas silencieux. Ils m'assignaient des tâches impossibles, me jetant délibérément dans des projets complexes, espérant que j'échouerais ou que je me ferais virer. Un matin, Marc m'a remis une analyse de la chaîne d'approvisionnement pour un nouveau champ pétrolifère, un travail de niveau supérieur avec un délai de 3 jours. « Ordre d'en haut », a-t-il dit en évitant mes yeux. Je savais que « en haut » signifiait Griffin, maintenant PDG. J'ai lutté avec des montagnes de données, des graphiques compliqués, des termes inconnus comme la densité API et les permis de forage. Cette nuit-là, je suis resté debout toute la nuit, carburant au café noir, griffonnant frénétiquement. La tension a atteint son paroxysme à l'idée d'un échec. Si je me plantais, je serais parti, et Griffin rirait. Mais j'ai terminé, épuisé, et le rapport a été salué. Dans les réunions, il rejetait mes idées, me coupait la parole, supprimait même des fichiers à distance juste avant les présentations. Le tout déguisé en petits accidents. Une fois, j'avais préparé des diapositives sur l'optimisation de la logistique, mais quand j'ai ouvert le fichier, il avait disparu. Griffin était assis à la tête de la table, souriant narquoisement. « Tyler, pas prêt ? Peut-être laisser quelqu'un d'autre s'en occuper ?» Des rires ont parcouru la salle. Je suis resté là, brûlant d'embarras, mais j'ai improvisé à partir de mes notes manuscrites. Aelia, participant par vidéo, a interrompu. « Très amateur, Tyler. Nous avons besoin d'experts, pas de bricoleurs. » J'ai mordu ma langue, bouillonnant à l'intérieur. Athéna n'était pas une exception. Pour rester dans les bonnes grâces d'Aelia et de Griffin, elle a répandu des histoires déformées sur moi au sein de l'entreprise, tordant la perception des gens. J'ai entendu des collègues. Athéna dit que Tyler était paresseux et sans ambition. C'est pour ça qu'elle l'a quitté. Elle a envoyé des emails anonymes avec des versions déformées de notre passé, comme la façon dont j'ai négligé la famille. Un jour, une collègue m'a demandé pendant la pause, « Tyler, est-ce vrai que tu as rendu Athéna malheureuse ?» Ça m'a fait mal, mais j'ai juste secoué la tête et je n'ai rien dit. Vivant maintenant au manoir Slade avec Griffin, Athéna évitait mes yeux dans les couloirs. Culpabilité mêlée de ressentiment. J'ai tout enduré sans me plaindre une seule fois à Randolph. Je ne voulais pas paraître dépendant. J'ai résolu les problèmes moi-même, récupéré les données supprimées, répété les présentations seul, même surveillé les emails pour éviter le piratage. À chaque défi, j'ai acquis des compétences et de l'expérience, Excel avancé, connaissance du marché pétrolier et de vrais alliés dans l'entreprise. L'anxiété était toujours là, mais maintenant, elle était positive. Je leur prouverai qu'ils ont tort. Ma persévérance a payé. Les collègues ont commencé à me respecter pour ne pas avoir abandonné. Un gars nommé Dave m'a acheté un café. « Tyler, tu es coriace. » Rien à voir avec les rumeurs. Même certains parents se sont adoucis. Un cousin, Victor, m'a tapé sur l'épaule à une fête. « Tu te débrouilles bien dans l'entreprise. Désolé de t'avoir mal jugé. » J'ai souri mais je suis resté méfiant. Randolph a observé mes progrès en coulisses, souriant en me voyant non seulement survivre, mais devenir plus fort, plus calme, indépendant. Il m'a appelé dans son bureau privé. « Mon fils, je suis fier de toi. Tu es en train de tout changer. » Ces mots m'ont profondément ému. Pourtant, plus je réussissais, plus Aelia et Griffin se sentaient menacés. Leurs escaliers sont devenus plus froids, remplis de malaise et de haine.
Lors d'une réunion, Griffin a lancé un regard noir, agrippant son stylo. « Tu penses vraiment avoir ta place ici ?» Je n'ai pas répondu, mais je savais qu'il avait peur. Je n'avais aucune idée que plus je montais, plus je devenais une cible. Derrière les louanges et les progrès en douceur, un piège était en train de se tendre, et je marchais droit dedans, sans le savoir. Un vague malaise s'est agité comme un mauvais pressentiment, mais je l'ai repoussé et je me suis concentré sur le travail. La guerre familiale faisait rage tranquillement, et j'étais dans l'œil du cyclone. Après avoir commencé à travailler chez Slad Energy, j'ai essayé de garder une vie stable, mais la tension s'est lentement accumulée comme des nuages d'orage avant la pluie. Chaque matin, je me réveillais tôt, je préparais un café noir fort dans notre nouvel appartement lumineux, je regardais Élise dormir avec son sourire innocent, et je me disais, aujourd'hui sera meilleur. Le travail à l'entreprise est devenu plus absorbant. D'assistant administratif, on m'a confié de petites tâches d'analyse de données, et j'apprenais jour après jour. Pourtant, ce sentiment de malaise ne m'a jamais quitté. Des regards étranges de collègues, des appels silencieux de numéros inconnus, le sentiment que quelqu'un m'observait. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Mais au fond de moi, je savais qu'Aelia et Griffin n'avaient pas abandonné. C'étaient des serpents venimeux, et j'étais la proie qui venait d'entrer en vue. La tension a atteint son paroxysme un soir tard, alors que je rentrais après une longue journée de travail. Notre nouvel appartement était en hauteur, avec d'immenses fenêtres donnant sur les lumières scintillantes d'Omaha. Mais cette nuit-là, le couloir était d'un noir d'encre. L'ampoule avait grillé. Je tâtonnais avec la clé, Élise s'accrochant à ma jambe, réclamant une glace, quand des pas lourds ont résonné depuis l'ascenseur. Je me suis retourné et mon cœur s'est arrêté. Aelia Slad se tenait là, dans un manteau de fourrure coûteux, les cheveux en un chignon sévère, flanqué de plusieurs voyous tatoués dégageant une menace, musclés, le regard furieux, les bras couverts de tatouages de dragon et de phénix. Il bloquait le couloir, rendant l'air épais de peur. Un voisin a jeté un coup d'œil, puis a claqué sa porte. Des chuchotements paniqués ont résonné. Aelia s'est avancée, la voix froide comme une lame. Tyler Beckett, ou devrais-je dire Slad. Elle a ricané, se tenant dans l'embrasure de ma porte, déversant des insultes vicieuses sur mon passé. Pour qui te prends-tu? Un employé de supermarché fauché des fins fonds du Nebraska, essayant maintenant de t'insinuer dans la famille Slad. Tu n'es rien d'autre qu'un déchet, une tâche que j'ai essayé d'effacer il y a 35 ans. Ces mots ont cinglé comme un fouet. Les hommes tatoués ont ri bruyamment, l'un d'eux a frappé le mur si fort que le couloir a tremblé. Elle s'est moquée de ma tentative d'infiltrer la famille, racontant mon enfance avec un sarcasme mordant. Tu poussais des chariots dans un supermarché et maintenant tu rêves de diriger les choses. Pathétique. Randolph est aveugle. Mais je ne te laisserai pas tout détruire. Puis, glacialement, si tu ne disparais pas des Slad tout de suite, tu perdras ce que tu as de plus cher. Ses yeux ont brillé de malice, et je savais qu'elle ne bluffait pas. Ce que j'avais de plus cher. Élise. Randolph. Je me suis tenu ferme, le dos droit, bien qu'à l'intérieur je tremblais. Partez avant que j'appelle la police, ai-je dit, la voix tremblante mais résolue. Aelia a ri bruyamment, s'est retournée et est partie avec ses voyous, mais sa menace a explosé dans ma tête comme une bombe. J'ai trébuché à l'intérieur, j'ai serré Élise fort. Elle a demandé, qui était cette dame, papa? Pourquoi était-elle en colère? Je l'ai calmée. Juste une étrangère, ma chérie. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. Fixant le plafond, l'esprit tourbillonnant. Qui visait-elle? Élise, ma fille, ma seule joie. Randolph, le père que je venais de retrouver. Ou même Wayne et Patricia, malgré leurs aveux? La peur m'a écrasé. Chaque bruit à l'extérieur me faisait sursauter et vérifier les serrures 3 fois. J'imaginais ces hommes tatoués entrer par effraction et emmener Élise. Une sueur froide m'a trempé. Le mauvais pressentiment s'est renforcé, comme si une vraie tempête arrivait. Je n'en pouvais plus. Le lendemain matin, je suis allé directement voir Randolph chez Slad Energy. Il était en réunion, mais quand il a vu mon visage cendré, il a tout annulé. Je lui ai tout raconté. L'apparition d'Aelia, les insultes, la menace, la voix tremblante, les poings serrés. Randolph a écouté, le visage devenant rouge de rage. Il a frappé le bureau. Elle ose. Il a agi instantanément.
Il a doublé la sécurité pour Élise et moi. Des gardes du corps 24H24, 7J7, un à la garderie, un au bureau. Il a ordonné à ses enquêteurs privés de suivre Aelia. Des caméras cachées, des écoutes téléphoniques, utilisant toutes les relations puissantes qu'il avait. Elle ne te touchera plus jamais, a-t-il juré. Mais Aelia était encore plus vicieuse que nous l'imaginions. Un après-midi, alors que la garderie se terminait, pendant que j'étais encore au bureau à finir un rapport, mon téléphone a sonné. La voix du garde du corps d'Élise, paniqué. Monsieur Beckett, elle a disparu. Mon cœur s'est arrêté. Le monde a tournoyé. Il a expliqué. À la sortie, 10 voyous l'ont attaqué, puis ont embarqué Élise dans une voiture noire et ont disparu. J'ai quitté le bureau en trombe, j'ai conduit comme un fou jusqu'à la garderie, les larmes coulant, le cœur battant la chamade. Élise, où est ma fille? Seule une aire de jeu vide restait, ses jouets éparpillés sur le sol. Puis un texto anonyme. Tu veux revoir ta fille? Disparaît des slades. Sinon, tu ne la reverras jamais vivante. Cette menace glaciale m'a rendu fou. J'ai couru partout. Dans les rues, j'ai appelé les voisins, la police, mais aucune trace, aucune image de sécurité. Je me suis effondré sur le trottoir, sanglotant, la tension se transformant en désespoir. L'âme déchirée. Randolph est arrivé, le visage pâle, mobilisant tout. Garde du corps, enquêteur privé, contact puissant, appelant le chef de la police, engageant des hackers pour parcourir les caméras de la ville, même contactant le FBI par l'intermédiaire d'amis. Nous nous sommes assis au manoir Slade, des écrans géants montrant des cartes, des équipes fouillant des entrepôts abandonnés, des autoroutes, des motels bon marché, mais aucun signe d'Élise. La voiture noire avait disparu comme un fantôme. Pas de plaque, pas d'indice. J'étais assis, serrant sa photo, des larmes sans fin. Papa, si je perds Élise, je ne peux pas continuer. Randolph m'a serré dans ses bras. Nous la retrouverons, mon fils. Je le jure. Mais chaque minute était une torture. Chaque seconde coupant comme un couteau. J'imaginais sa terreur, pleurant pour papa, et mon cœur se brisait. En désespoir de cause, Randolph et moi avons fait irruption dans le manoir privé d'Aelia, plus somptueux que le domaine principal, avec des jardins manucurés et une piscine. Nous avons fait irruption comme des animaux blessés, des gardes du corps derrière nous. Aelia buvait calmement du thé dans le salon, le visage impassible. Que as-tu fait d'Élise? Ai-je rugi en me jetant en avant, pour être bloqué par sa propre sécurité massive. Randolph a tonné. Aelia, tu as osé kidnapper ma petite fille. Mais Aelia a froidement tout nié, se moquant même de nous. Kidnapper? Je suis bien trop occupé à diriger l'entreprise pour de telles bêtises. Randolph, tu es aveuglé par cet égaré que tu as recueilli. Et toi, Tyler, retourne à ton supermarché. Chaque accusation a été accueillie par un déni lisse. Elle a ri et a fait nous jeter dehors par ses gardes. Juste au moment où Randolph était sur le point de perdre le contrôle et d'appeler des avocats pour la poursuivre, Griffin est soudainement apparu au domaine principal, le visage pâle, les mains tremblantes, les yeux rouges. Il est entré dans la salle de réunion, la voix brisée. Papa, Tyler, je sais où est Élise. Nous nous sommes figés. Je lui ai attrapé le col. Que as-tu dit? Tu sais où elle est. Griffin s'est effondré en pleurant, avouant qu'il avait surpris sa mère en train de planifier l'enlèvement, écoutant l'appel d'Aelia à ses voyous, et qu'il connaissait la maison abandonnée en périphérie où Élise était détenue. Aelia, en appel vidéo, a crié d'incrédulité. Griffin, es-tu fou? J'ai fait ça pour toi et tu trahis ta propre mère. Mais Griffin a secoué la tête, les larmes coulant. Je voulais seulement ruiner Tyler. Je n'ai jamais voulu blesser un enfant. Maman, tu es allée trop loin. Il est tombé à genoux, sanglotant. J'ai eu tort, papa. J'étais jaloux de lui, mais je n'ai jamais voulu de meurtre. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. Avec les hommes de Randolph, nous nous sommes précipités à l'adresse. Une maison abandonnée à l'extérieur d'Omaha, poussiéreuse, fenêtres cassées, mauvaises herbes envahissantes. Nous avons fait irruption, armes au poing, mon cœur sur le point d'exploser. À l'intérieur, c'était sombre et moisi, et les pleurs d'un enfant résonnaient. Je me suis précipité dans la pièce du fond. 2 gardes ont été instantanément maîtrisés par nos hommes.
Elle était là, tremblante, terrifiée, mais indemne, les yeux rouges, serrant sa poupée. J'ai pris ma fille dans mes bras dans cette pièce sombre, des larmes tombant sans fin. Bébé, papa est là. N'aie pas peur. Je te tiens. Élise a sangloté, s'accrochant fort. Papa, j'ai eu si peur. Randolph se tenait derrière nous, regardant père et fille se retrouver, le soulagement et la fureur se disputant dans ses yeux. Il a posé une main sur mon épaule. C'est fini, mon fils. Nous sommes de nouveau ensemble. Mais sa voix tremblait, ses yeux brûlants de rage face à la cruauté d'Aelia. Après qu'Élise ait été secourue en toute sécurité, Randolph et moi avons immédiatement commencé à rassembler toutes les preuves liées à l'enlèvement. Nous n'avons pas attendu. Dès le lendemain matin, au manoir Slade, il a convoqué son équipe d'enquête privée, un groupe de professionnels avec des ordinateurs portables, des appareils photo et des dossiers épais. Nous sommes retournés à la maison abandonnée et avons recueilli des preuves sur les lieux, empreintes digitales sur les portes, fibres capillaires, empreintes de chaussures, tout a été photographié et analysé. Les 2 voyous capturés, les hommes de main d'Aelia, ont été interrogés par la police et, sous la pression, ont avoué. Ils prenaient leurs ordres de la grande patronne, avec des numéros de téléphone et des messages menant directement à Aelia. J'étais assis à côté de Randolph, regardant les données de leur téléphone. Des appels d'un numéro caché, mais les enquêteurs l'ont piraté et l'ont retracé jusqu'à l'un des téléphones secrets d'Aelia. Mon cœur battait la chamade alors que la preuve devenait limpide. Un message disait « Faites ça proprement ». Pas de traces. Randolph a serré les poings. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Nous avons travaillé jour et nuit. J'ai transcrit les dépositions des témoins, des voisins qui avaient vu la voiture noire, le garde du corps qui avait été pris en embuscade racontant chaque détail. L'épuisement m'a terrassé, mais l'adrénaline m'a tenu éveillé. C'était notre chance de mettre fin au cauchemar. L'équipe de Randolph ne s'est pas arrêtée à l'affaire d'Élise. Ils ont rouvert les dossiers vieux de 35 ans, récupérant des documents que l'on pensait perdus depuis longtemps. Il a engagé les meilleurs experts en technologie médico-légale qui ont restauré de vieux rapports de police des archives du Nebraska, des dossiers d'enlèvement de l'époque où j'avais 2 ans, des virements bancaires montrant Aelia payant Wayne et Patricia Beckett. Je suis resté assis pendant des heures, parcourant les dossiers, des photos délavées de mon propre enlèvement, des dépositions de témoins à peine lisibles et de nouvelles preuves, de vieux emails d'Aelia à un homme de main ordonnant « Emmenez le garçon loin ». Silence absolu. Randolph a expliqué « J'ai cherché à l'époque, mais elle a bien couvert ses traces. La technologie moderne l'a finalement rattrapée. » Mes mains tremblaient en tenant les papiers. Des souvenirs d'enfants sont afflués. Chaque réprimande, chaque privation, tout à cause d'elle. La tension a monté à l'idée du procès. Aelia allait enfin faire face à son passé. Père et fils ont travaillé nuit après nuit, compilant les preuves en un dossier étanche pour porter plainte contre Aelia pour enlèvement et mise en danger d'enfants, passé et présent. Nous avons rempli la salle de conférence du manoir, la longue table ensevelie sous les documents. Randolph a analysé les angles juridiques, 2 enlèvements, un historique, un actuel, assez pour la mettre en prison à vie. Griffin a accepté de témoigner, tremblant. Je raconterai tout sur les crimes de maman, papa. Ces nuits étaient interminables. Je somnolais à table, je rêvais d'Élise en pleurs, je me réveillais le cœur battant la chamade. Mais le dossier était complet. Des centaines de pages, une preuve en béton. Nous l'avons remis aux avocats qui ont hoché la tête. Avec ça, la victoire est certaine. Tension mêlée de soulagement. La justice arrivait. La nouvelle de l'enlèvement d'Élise a fuité, peut-être de la police ou des enquêteurs, et les médias ont explosé. Un matin, j'ai allumé la télévision et je me suis figé. Les gros titres criaient « La petite fille du milliardaire Slade kidnappée ». Une main sombre au sein de la famille. Les journaux du Nebraska, puis les médias nationaux se sont emparés de l'affaire, avec des reportages détaillés sur la disparition et le sauvetage d'Élise. Les soupçons se sont portés sur Aelia. La belle-mère Slade est-elle le cerveau? J'ai lu le cœur battant, sachant que j'étais au centre. Face à l'exposition, Aelia a tout nié, prétendant que j'avais mis en scène le drame pour la détruire. Elle a tenu une conférence de presse, lourdement maquillée, la voix calme. Tyler est un opportuniste qui a orchestré cela pour s'emparer de l'héritage. Je suis innocente. Elle a rallié les loyalistes restants, parents, amis puissants, pour créer une vague de soutien. Des médias amis ont publié des articles la défendant.
Aelia Slade, victime d'une conspiration familiale. Elle a appelé des parents, ne croyez pas Randolph. Il est vieux et perd la tête. Tout ceci est un complot pour me faire tomber. Randolph a refusé de la laisser manipuler davantage. Il a convoqué toute la famille dans la grande salle de réunion du manoir principal, exigeant qu'ils soient témoins de la vérité. Le rassemblement a eu lieu par une nuit de pluie. Le manoir brillait de mille feux, mais l'atmosphère était lourde. Environ 40 parents remplissaient la longue table, chaque visage tendu. Je me tenais à côté de Randolph, le cœur battant. Élise était en sécurité à la maison avec des gardes du corps. Randolph a commencé, ce soir, je révèle la vérité sur Aelia. Il a présenté les preuves de l'enlèvement d'Élise une par une. Photos de la scène de crime, confession des voyous capturés, messages de son téléphone. La salle bourdonnait de chuchotements. Puis les preuves d'il y a 35 ans, fichiers restaurés, virement bancaire au Beckett, email ordonnant mon enlèvement. La famille était stupéfaite, bouche bée. Comment a-t-elle pu faire quelque chose d'aussi diabolique? Aelia a vraiment fait ça? Aelia n'arrêtait pas de se lever, criant des dénégations. Mensonge. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger la famille. Randolph et Tyler déforment les faits pour me détruire. Elle m'a pointé du doigt. C'est un étranger. Il n'a aucun droit au nom Slade. Mais cette fois, personne ne l'a défendu. Même ses anciens partisans se sont tus, les yeux détournés. Les preuves étaient trop accablantes. Acculée, Aelia a crié qu'elle avait tout fait pour Griffin. Je l'ai fait pour mon fils. Griffin est le véritable héritier. Mais Griffin a secoué la tête, s'est levé et a dit, « Maman, tu as été cruelle. Tu n'as pas kidnappé une fois. Tu l'as fait 2 fois. Tout ça pour l'ambition et le pouvoir. Je ne veux plus de ça. » Ces mots ont été le coup de grâce. Aelia s'est effondrée en sanglotant. « Griffin, tu me trahis. » À ce moment-là, la police est entrée dans le manoir pour l'arrêter. Randolph les avait appelés plus tôt. Elle a regardé autour d'elle, réalisant que plus personne ne la soutenait, les yeux remplis de désespoir alors que les menottes se refermaient. Le procès a été rapide. Face à des preuves irréfutables, le témoignage de Griffin, les données téléphoniques, les dossiers vieux de plusieurs décennies, Aelia a été condamnée à 32 ans pour 2 chefs d'accusation d'enlèvement, passé et présent, mettant fin au pouvoir qu'elle avait exercé pendant 35 ans. J'étais assis dans la galerie publique, le cœur battant la chamade alors que le verdict de culpabilité était lu. Aelia a crié qu'elle était innocente, mais le juge a secoué la tête. Les preuves sont accablantes. Elle a été emmenée, me lançant un dernier regard de haine pure. Les médias se sont déchaînés. La femme du milliardaire emprisonnée pour 32 ans. L'opinion publique s'est rangée de notre côté, mais je n'ai ressenti aucune joie, juste le coup douloureux de la justice. Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas sa condamnation, mais que mes parents adoptifs, Wayne et Patricia Beckett, bien que complices indirects, aient également fait face à la justice pour avoir aidé à l'enlèvement initial. Randolph a porté plainte. Ils ont reçu des peines de 2 ans avec sursis et des travaux d'intérêt général. Quand tout a été fini, j'ai compris que ma vie avait tourné une nouvelle page. Mais la vérité a toujours un coût, et toutes les personnes impliquées ont payé avec quelque chose qu'elles ne pourraient jamais récupérer. J'ai tenu Élise, j'ai vu Randolph sourire à sa petite fille, et j'ai su que j'étais devenu plus fort. Griffin a changé. Il s'est excusé, et nous avons commencé à nous reconstruire en tant que frères. Athéna a disparu, peut-être de regret. Je me tenais sur le balcon, le vent soufflant, réfléchissant au voyage de l'employé de supermarché abandonné à l'héritier Slade. La vie avait été une tempête. Mais j'avais survécu. La tension maintenant concernait l'avenir, un avenir brillant. Mais je resterai vigilant pour toujours. Après ces bouleversements incessants, j'ai progressivement retrouvé un rythme normal, une nouvelle vie. Fini l'existence au jour le jour dans cette vieille location exiguë. L'appartement spacieux que Randolph a acheté pour nous était vraiment devenu notre foyer. Chaque matin, je me réveillais avec l'arôme du café s'échappant de la cuisine moderne. Élise courait dans le vaste salon, gribouillant sur le tableau blanc que j'avais acheté juste pour elle. Elle avait lentement oublié la terreur de l'enlèvement, mais pas moi. Chaque nuit, je vérifiais encore les serrures et je la serrais contre moi pour m'assurer qu'elle était en sécurité. Randolph venait souvent, apportant des livres d'images et des jouets éducatifs pour Élise, et s'asseyait avec moi pour parler de travail.
Mon fils, ce n'est que le début de ta nouvelle vie, disait-il chaleureusement, et je hochais la tête, sentant la stabilité s'installer enfin. Pourtant, la tension persistait comme un fantôme. Je rêvais d'Aelia en prison, ses yeux brûlants de haine, ou de Griffin se retournant à nouveau contre moi. Je repoussais ces pensées et me concentrais sur le présent, emmenant Élise à sa nouvelle école maternelle où elle s'est vite fait des amis. Et chez Slade Energy, je me suis progressivement fait mes preuves, comme une graine qui germe enfin dans un sol fertile. Partant du plus bas poste d'assistant, j'ai obtenu des promotions. Non pas grâce à l'influence de Randolph, mais par mes propres efforts. J'ai travaillé plus dur que quiconque. Premier au bureau, dernier à partir, vérifiant 2 fois chaque rapport logistique pour les erreurs. Je tenais ma parole. Si je promettais quelque chose, je le livrais. Et je mettais toujours les gens avant le profit. Dans un projet d'expansion de champs pétrolifères, j'ai proposé de donner la priorité à la sécurité des travailleurs, des quarts de travail plus courts pour réduire les accidents, même si cela augmentait les coûts. Le profit compte, mais les vies humaines comptent plus, ai-je dit fermement lors de la réunion. Au début, la haute direction me regardait avec scepticisme, comme si je n'étais qu'un étranger chanceux. Mais avec le temps, le doute s'est estompé. Les collègues ont commencé à m'inviter pour un café, à partager des histoires de famille. Mon patron, Mark, m'a tapé sur l'épaule après une réunion. Tyler, tu apportes un vent de fraîcheur à cet endroit. La tension était toujours là, mais j'ai réalisé que j'étais enfin vu. Au sein de la famille, ma présence constante a effacé tous les doutes restants. Les réunions de famille au manoir Slade étaient complètement différentes maintenant. Au début, les parents m'avaient regardé avec mépris et chuchotaient dans mon dos. Mais en me voyant travailler dur sans m'appuyer sur le pouvoir, ils ont changé. Victor, le cousin qui m'ignorait autrefois, m'a maintenant tapé dans le dos à une fête. Tyler, tu as fait tes preuves. Désolé pour les mots durs d'avant. Ceux qui me méprisaient autrefois me regardaient maintenant avec respect teinté de culpabilité. Une tante m'a serré dans ses bras et a chuchoté, nous nous sommes trompés, mon fils. Tu es vraiment un Slade. J'ai souri et pardonné, mais la vieille blessure me faisait encore mal. La tension montait chaque fois que je me souvenais du passé, mais je la repoussais et me concentrais sur le présent, jouant avec Élise dans les jardins du manoir, écoutant Randolph raconter des histoires sur ma mère, Eleanor. La famille est devenue plus proche, plus divisée, et j'ai enfin senti que j'appartenais, par le sang et par le choix. Un jour, Griffin est venu au bureau du manoir où Randolph et moi discutions de travail. Son visage était pâle, ses yeux rouges comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il a hésité à la porte, puis a parlé d'une voix tremblante. Tyler, papa, je suis venu m'excuser auprès de vous deux. Randolph et moi nous sommes figés. C'était Griffin, l'homme qui m'avait méprisé, qui avait permis d'innombrables complots, du vol d'Athéna à la quasi-destruction de tout. Pourtant, il se tenait là, une personne complètement différente. Griffin a lutté pour rester calme, la voix brisée. Il s'est excusé pour tout, pour sa jalousie aveugle envers le frère perdu depuis longtemps qui était soudainement apparu. Pour la haine que sa mère avait plantée en lui depuis l'enfance, le convainquant que j'étais une menace pour son héritage. Pour l'aveuglement qui l'a conduit à erreur après erreur, aidant à déchirer la famille. Il a pris une profonde inspiration. Des larmes ont soudainement coulé. J'ai eu tort, papa. Tellement tort. J'étais jaloux et je pensais que Tyler venait tout me prendre. Mais l'enlèvement. Je n'aurais jamais imaginé que maman irait aussi loin. Je veux démissionner de mon poste de PDG, quitter l'entreprise et recommencer ma vie. Je ne mérite plus ça. Les larmes sont tombées. L'arrogance et le triomphe avaient disparu. Seul un homme brisé restait, faisant face à sa propre culpabilité. Pour la première fois, osant admettre qu'il avait eu tort. J'ai posé une main sur l'épaule de mon frère, la voix douce mais ferme. Griffin, laissons le passé au passé. Tout le monde fait de mauvais choix. J'ai été faible une fois, aussi, en laissant Athéna partir sans me battre. Ce qui compte, c'est comment on se relève après. Je veux que tu restes et que tu m'aides à construire une meilleure famille Slade. Nous sommes frères, du même sang. Mes mots l'ont stupéfié. Puis il s'est effondré, sanglotant, inclinant la tête en signe de gratitude. Pour la première fois, me voyant non pas comme une menace, mais comme quelqu'un qu'il respectait, voire à qui il devait des remerciements. Randolph nous a tous les deux serrés dans ses bras. Des larmes coulaient. Mes fils.
Enfin, notre famille est de nouveau entière. À ce moment-là, la tension s'est dissipée, remplacée par de la chaleur. Nous avons recommencé. Griffin a travaillé à mes côtés, partageant son expérience, et est lentement devenu un vrai frère. Athéna a disparu du Nebraska comme si elle n'avait jamais existé. Personne ne savait où, fuyant peut-être ses propres choix. Je l'ai un jour détestée, la femme qui m'a trahi, qui a aidé au complot d'Aelia, mais maintenant, seul le regret restait. Elle m'avait aimé pour ma simplicité, mais l'ambition l'a dévorée. Parfois, je rêvais de ses yeux pleins de remords, mais je me réveillais en tenant Élise. Maman a choisi un autre chemin, l'attention à son sujet n'était plus qu'une vague inquiétude. Allait-elle bien? Mais j'ai laissé tomber et j'ai vécu dans le présent. Des mois plus tard, le conseil d'administration m'a nommé à l'unanimité PDG de Slad Energy, une décision qui m'a laissé sous le choc. Randolph a pris du recul pour un rôle de conseil, passant du temps avec sa famille et sa petite-fille, faisant confiance à son fils aîné pour diriger l'entreprise vers une nouvelle ère. Mon garçon, je vieillis. C'est ton tour maintenant, a-t-il dit en me tapant sur l'épaule lors de la réunion. Je me suis assis dans le fauteuil du PDG, regardant la ville depuis le vaste bureau. Le cœur battant d'excitation, j'ai commencé à rencontrer les directeurs, à écouter et à changer les choses. Sous ma direction, Slad Energy est entré dans une nouvelle phase de croissance. Plus de transparence, des rapports financiers publics pour éradiquer la corruption. Une énergie plus propre, investissant dans le solaire et les batteries au lieu du vieux pétrole. La durabilité et le bien-être des employés, des salaires plus élevés, de meilleurs soins de santé, des programmes de formation. L'entreprise a prospéré, les actions ont grimpé en flèche, et j'étais fier. De pousser des chariots à diriger un empire, la tension restait, mais maintenant, c'était le frisson de construire quelque chose de mieux. Ce Noël-là, 2 ans après la nuit où Athéna m'a quitté, le manoir Slad brillait de 1000 feux. Toute la famille s'est réunie dans une chaleur que nous n'avions jamais connue. La neige tombait épaisse à l'extérieur, mais à l'intérieur, la cheminée rugissait, le grand arbre scintillait, et l'odeur de pain d'épices remplissait l'air. Les parents riaient, Victor plaisantait. Élise courait dans son manteau rouge, son rire résonnant comme des cloches d'argent. Grand-père, essaie de m'attraper. Randolph la poursuivait, riant plus fort et plus sainement que jamais. Griffin se tenait à proximité, bavardant joyeusement avec des cousins. Il était humble maintenant, aidant à recevoir, et nous nous sommes serrés dans les bras. Joyeux Noël, grand frère. Je me tenais près des lumières de Noël, regardant mon père sourire d'une joie pure, regardant Griffin parler chaleureusement avec la famille, regardant Élise insouciante et heureuse. Et j'ai su que j'avais parcouru un long chemin pour atteindre cette paix. Les larmes sont tombées, non pas de chagrin, mais de joie. De cette nuit de Noël solitaire tenant ma fille en pleurs à maintenant, entourée de famille. La tension du passé s'est dissoute, remplacée par. Je réalise que la vraie force ne vient pas du pouvoir ou du statut, mais du courage de se tenir debout quand la vie essaie de vous noyer. Dans mes moments les plus faibles, le départ d'Athéna, l'enlèvement d'Élise, j'ai failli abandonner. Mais je me suis relevé pour Élise, pour Randolph, pour moi-même. J'ai appris que la famille n'est pas seulement le sang. C'est l'amour, la protection et la loyauté. Les choses que j'avais désirées toute ma vie. Randolph est mon père biologique, mais Griffin est devenu mon vrai frère. Élise est mon sang, mais toute la famille Slad nous a soutenus à travers les tempêtes les plus sombres. Mon message à quiconque est perdu, ne laissez jamais les autres définir votre valeur. Vous seul décidez qui vous devenez. J'étais autrefois un échec aux yeux d'Athéna, une tâche pour Aelia. Mais j'ai choisi de me relever, et maintenant je suis Tyler Slad. PDG, père, frère. La vie est un voyage, et vous êtes celui qui est au volant. La tension à propos de l'avenir, bien sûr. Mais je suis prêt.